Dans le fond, moi, depuis le mois de février, je travaille sur des subventions pas mal. Aussi mentionner votre nom parce que... Oui, Marc-Alexandre Curodo, Gulliver Technologies. On a parti d'une compagnie de compresseurs d'air, c'est dans les clean tech. Alors, on s'adresse à un marché de production de gaz médicaux et de gaz rare pour l'industrie de l'électronique. On parle des Air Liquide, de l'Inde, Praxair, Corégaz, Air Product. Donc, c'est toutes des entreprises comme Air Liquide, ils ont à peu près 5000 unités de compresseurs. En fait, Air Liquide et Dolin ensemble, c'est l'un des plus gros acheteurs au monde de compresseurs. D'après mes connaissances que j'en ai des marchés globaux que j'ai étudiés, c'est dans les plus gros acheteurs de compresseurs sans huile au monde. Puis nous, on a inventé une nouvelle technologie qui leur permet d'économiser beaucoup d'énergie. Air Liquide a une usine à Montréal qui consomme 5 millions de dollars de frais d'électricité par mois. En fait, ils payent 5 millions de dollars par mois, mais ils ont 3 employés. C'est juste des badges de compresseurs qui fonctionnent, puis qui doivent entretenir, puis payer l'électricité et tout. Puis nous, on a inventé une technologie qui leur permet d'économiser à peu près 19,4 millions par année pour un seul et unique produit à moyen terme. Donc, moi, depuis le mois de février, je veux juste raconter un petit peu ce que je fais depuis les derniers mois. Là. J'ai travaillé sur des subventions, puis finalement, ça a donné de quoi. Là. On est allé chercher pour 75 000 $ de subventions, juste pour les crédits d'impôt, juste pour les RID, puis 30 000 excusez, pour le développement d'affaires. Donc, moi, je suis dans un marché pas mal end-user driven. En fait, ça, c'est ce que j'ai découvert très récemment. Je suis allé à une conférence sur l'aluminium, puis justement, c'est là que j'ai cliqué. Le directeur général des industries de l'aluminium parlait justement de leurs problèmes dans l'industrie de l'aluminium. Puis il racontait que lui aussi, son marché, c'est end-user driven, par les gros end-users comme Bombardier, etc. Il racontait qu'il y avait des gros problèmes pour leur création de marché. Ils ont perdu beaucoup de marché. Puis moi, j'ai compris à ce moment-là que la chose qui ferait décoller ma compagnie, c'est un gros end-user. Puis je le sais déjà, j'ai parlé à Air Liquide, on a une lettre d'intérêt d'Air Liquide. On a aussi des lettres d'intérêt de d'autres utilisateurs. On a un strategic partnership de DV System, un manufacturier de compresseurs. Mais encore là, je ne comprenais pas qu'est-ce qui ferait démarrer le processus. Jusqu'à très récemment, je me suis dit, je vais juste expliquer un peu le modèle d'affaires. Oui. Donc, tu as les innovateurs, donc Air Liquide et Dolin, qui ont des milliers de compresseurs à travers le monde. Tu as les early adopters, donc les compétiteurs, pas mal d'Air Liquide et Dolin, Air Product, Praxair, etc. C'est un OEM channel, donc on vend une pièce dans un produit qui est assemblé par un manufacturier. Donc nous, on est le cœur des compresseurs. On vend ce qui compresse le gaz dans un compresseur. Alors, on est un peu le Intel Inside des compresseurs, si on veut. Donc, un compresseur d'air industriel, c'est assez gros, là. C'est pas ça fait le corps de la pièce, là. Mais là-dedans, tu as des ordinateurs, tu as un système qui change le courant, il y a un énorme moteur électrique, tu as des systèmes de réfrigération, etc. Mais nous, on fournit des pièces détachées qu'on envoie à un manufacturier qui, lui, son core business, c'est d'assembler ça, puis qui envoie ça à Air Liquide ou Dolin. Pour Air Liquide, on a des avantages comme l'économie d'énergie, mais c'est là que j'ai compris que c'était pas suffisant. Il faut un business proposition value aussi. Puis notre proposition value, c'est une garantie d'achat sur nos premières unités. Et dans le fond, ce que je me suis dit, ce qui partirait on peut-tu le faire? C'est là, à gauche. Regardez là, ton tableau. Ton tableau pour écrire. Ah, ok. OK, il te reste 1 minute.
Il te reste 2 secondes, dans le fond. Ouais, ben, on oublie ça. OK, merci beaucoup. Est-ce que Acham puis Sébastien, avez-vous des questions? Ben moi, je peux peut-être commencer. Donc, finalement, si je comprends bien, où tu es rendu, c'est un no-brainer. Il te reste à faire la vente. Dans le fond, tu as très peu de clients qui sont les quelques gros fournisseurs Ouais, 40. Puis, dans le fond, c'est de les convaincre d'utiliser ton produit. Puis là, tu dis que tu as des lettres d'intention. L'affaire, ce que j'ai découvert, c'est que la seule manière de les convaincre, en fait, c'est par un RFP de Air Liquide ou de l'Inde. Mais un RFP, il y a une des manières que je peux avoir ça, c'est que, oui, ils voudraient me le faire à cause de mes avantages parce que c'est des économies importantes, mais qu'est-ce qui ferait décoller vraiment, là? Qu'est-ce qui ferait qu'ils travailleraient fort pour moi, là? C'est que je leur donne une garantie sur leur capacité d'achat seulement. Autrement dit, ce que Air Liquide a la capacité d'acheter, puis ce qu'ils veulent acheter de moi, je leur garantis qu'ils ont la priorité sur cette demande-là. Dans le fond, c'est une exclusivité. C'est une exclusivité sur les... C'est un first buyer, dans le fond. C'est un first buyer. Ça veut dire que tu te limites à certains clients. Non, c'est qu'au fur et à mesure que j'en produis, si, admettons, je dépasse la capacité d'achat d'Air Liquide, à ce moment-là, je peux aller voir un autre. Tu vas vendre ton overflow. C'est ça. C'est ça. OK. Et si tu commences à parler de ton USP, que sauver de l'énergie, d'argent là-dessus, c'est pas suffisant, je suis d'accord, c'est difficile de vendre quelque chose quand tu as juste un energy savings. C'est ça. Alors, c'est quoi vraiment ton USP? À part de ça. Mon USP, c'est vraiment le fait qu'il économise l'énergie. C'est juste que c'est pour ça aussi qu'ils m'ont signé une lettre d'intérêt, puis ils me disent c'est évident qu'on en veut, là, tu sais. C'est des millions de dollars d'économie. C'est ce qui fait qu'ils vont décoller avant leurs compétiteurs de l'Inde. Si on veut, mon USP de stratégie d'affaires, là, si on veut, c'est que je leur donne une flexibilité sur leur marge de profit par rapport à leurs compétiteurs. Parce que le courant qu'ils consomment va faire varier directement leur marge d'affaires. Autrement dit, s'ils sont les premiers, ils ont un avantage sur la flexibilité par rapport à leur compresseur, la flexibilité qu'ils ont sur leur marge. Donc, ils peuvent varier leur prix pour leurs clients ou ils peuvent augmenter leur marge. Eux autres, pourraient-tu l'ajouter quand ils vendent aux clients dans leur valeur? Eux, ils vendent. S'ils disent, ben, nous autres, on fait affaire avec lui, puis dans nos compresseurs, nous, on a ce gadget-là, puis ça vaut autant, ils vont pouvoir vendre le compresseur plus cher. Eux autres, ils vendent de l'air. Non, c'est ça. Regarde, eux, c'est comme Hydro-Québec. Leur seul avantage, c'est le coût de leurs produits là, pour leurs clients. Là. Donc, eux, ils envoient des boyaux d'air comprimé chez leurs clients. Un peu comme Hydro-Québec envoie les lignes, puis ils mettent des compteurs d'électricité. Ben, Air Liquide met des compteurs de gaz. Puis ils chargent au litre d'air. Donc, le litre d'air est en fonction aussi de la consommation d'énergie. Puis, en diminuant leur consommation d'énergie, je leur permets d'augmenter leur marge brute sur le prix de l'air vendu. Est-ce que ça va permettre de faire d'autres gaz, quelque chose de spécialisé avec ton système? Ou c'est... Non, c'est vraiment une flexibilité. Et qui va donner la garantie? C'est toujours celui qui fournit ce compresseur en toute. C'est toujours c'est le manufacturier. OK, merci beaucoup. Prochain. Soyez prêts. Vous savez que ça va venir. Tu as besoin de pratiquer. Moi, ma suggestion, c'est tu as tendance toujours à vouloir donner toute l'histoire avant d'aller directement dans le problème. Ouais. Va directement dans le problème. Tu laisses côté, on ne peut pas savoir ton USP Oui, non, et c'est pas écoute ce que je te dis. OK?
toujours être bandé USB dorénavant. Oublie d'essayer de toujours raconter ton histoire. Parce que tu vas avoir le même problème cet après-midi. Ouais. Tu vas être tenté de raconter toute l'histoire. Oublie l'histoire, va directement dans l'USP. Puis, un purchase order n'est pas un USP. Tu as encore beaucoup de travail à faire là-dessus. OK. Bonjour Sean. Mon nom c'est Benoît Pio, je représente l'entreprise GoTagit. On est un start-up au début du processus de démarrage. On est dans la géolocalisation, application mobile, téléphone intelligent. J'ai lu justement ce matin sur VentureBeat que finalement, sur le mobile, ça se passe vraiment sur les applications. C'est 80% du temps qui est passé sur les appareils intelligents, qui est passé sur des applications et non pas sur des browsers. C'est pour ça qu'ils disent que le HTML5 était supposé tuer les applications. Ça n'arrivera probablement pas. Aussi, l'année passée, je me rappelle, ma blonde n'arrêtait pas de me parler de dire qu'il fallait que je coupe les selles toute l'été, ça faisait 2 mois. Puis j'aurais aimé ça pouvoir utiliser quelque chose qui aurait fait que j'aurais trouvé de l'aide des voisins ou quelque chose de même. Puis pour pouvoir peut-être passer du temps avec elle, puis qu'elle arrête de chialer, puis l'amener en ville. Puis là, arriver qu'utiliser mon téléphone, puis pouvoir l'amener voir des choses intéressantes autour de nous. Donc on est en train de découvrir les besoins au niveau de la géolocalisation avec des téléphones intelligents lorsque tu es en déplacement, lorsque tu trouves un endroit. Pourquoi qu'il faut utiliser toutes sortes d'applications au lieu qu'on ait une seule application qui puisse nous dire qu'est-ce qui nous entoure. Donc, présentement, on a certaines façons de rechercher des hôtels, des restaurants, des parking lots, des cafés, des bars, des autobus. Il y a toutes sortes de façons, Google Maps, etc., qui vont nous aider. Donc, les personnes peuvent utiliser des applications. Puis, si jamais tu ne trouves pas ce que tu cherches là-dessus, tu peux toujours aller dans l'App Store et downloader une nouvelle application qui va te donner d'autres informations. Ça devient quasiment ridicule au nombre d'applications que tu veux. Donc, on est en train de valider pourquoi que les gens utilisent Google Local, TripAdvisor, Yelp, puis qu'est-ce qu'ils font avec ça. Puis la façon qu'on pourrait les inciter à générer du contenu utilisateur, mais qui soit géolocalisé. On a développé une technologie qui nous permet d'associer n'importe quel contenu web à un géocode, donc un longitude-latitude, pour que les gens soient capables de questionner leur environnement immédiat en temps réel. Donc, on a l'application GoTagit qui va répondre à ça, une fois qu'on aura validé de quelle façon, quel contenu, puis comment, qu'est-ce qu'ils ont besoin comme incitatif pour décider de publier du contenu. Donc, on a 3 layers majeurs dans notre application. Public Content, Social Content, Business Content. Business Content, c'est sûr que c'est facile à trouver à travers les API. Social Content aussi. Le Public Content, à part on a le wiki aussi, là, qui est tout le wiki, le open data, qui est assez facile à trouver. Mais ici, de façon géolocalisée, à part des check-ins et des choses, moi je veux savoir ce que les gens ont pensé lorsqu'ils sont passés à un endroit où je vais me retrouver. Donc c'est pour ça qu'on est capable de, avec le open data, en agrégeant le contenu, en étant capable de géolocaliser n'importe quelle URL, puis d'être capable de donner du pouvoir au business pour qu'ils soient capables de contrôler leur message hyper local. On pense qu'on va introduire un nouveau modèle. Après le sémantique, le social, on a besoin du Here and Now Search Model pour la recherche hyper locale avec les appareils mobiles. On pense que le modèle de recherche peut être créé un disrupt, malgré qu'il y a déjà d'autres joueurs qui s'enlignent vers ça. Puis on sait que cette année, c'est une grosse année dans l'hyper local. Toutefois, on est en train de valider que c'est dans notre façon d'intégrer les bases de données à travers ce qu'on est en train de construire dans le back-end.
ou ça va être dans l'UI, la façon de livrer, dépendamment de ce que les utilisateurs veulent, ou dans l'incitatif qu'on doit donner aux utilisateurs pour qu'ils postent et partagent du contenu. Donc, lorsqu'on va avoir trouvé, qu'on va avoir validé complètement ces trois hypothèses-là, on devrait être capable de trouver un modèle d'affaires qui va créer un disrupt. C'est tout. OK. Avez-vous des questions, des commentaires? Ouais, moi, Ben, j'ai pas compris ce que tu faisais. Honnêtement, là, je comprends pas c'est quoi ton value prop. Répète-moi ça dans une phase. Fais-moi un use case. Je suis. J'ai besoin de couper mes selles. Ouais. Je décide de poster que j'ai besoin de couper mes selles le samedi matin. OK. Ça ne tente pas de le faire. Il y a un voisin qui, finalement, soit qui va me passer un outil, soit qui va me dire que son gars il est prêt à le faire pour 20 piastres, ou ça va me laisser du temps. Donc, je sais ce qui se passe dans mon environnement immédiat, que ce soit même en suburbs. Si tu t'en vas vraiment dans le hyper local, mais dans une ville, tu vas pouvoir savoir qu'est-ce que les gens ont à dire par rapport à où est-ce que tu es au moment où tu te trouves. OK. Mais pour moi, c'est deux affaires différentes. Couper mes sets, je pose ça sur Facebook, puis ça fait un job. Toutes Non, les non, amis mais- sur Facebook restent dans le compte original. Non, mais sinon, ton voisin, il sait comment, il y a une push. Donc, il je dit, vais Ben, te on va se l'expliquer, recouper. je comprends ce que le doute que tu comprends pas, c'est que la façon d'interagir pour toi avec Internet, c'est soit social, Ouais. I follow, ou I'm in a relation, genre LinkedIn. Ben, pourquoi il faut que ce soit des gens que tu connais, qui partagent l'information, alors que les gens sont prêts, puis si on s'en est rendu compte avec la génération plus jeune, vont être capables d'aller sur Facebook, se faire des amis, puis se voir après. Notre génération, on se connaît avant, puis on va sur Facebook après, ou sur LinkedIn, ou sur Twitter. Twitter peut-être un peu moins, là, mais donc pourquoi qu'on n'est pas prêt à avoir d'informations? Si toi, il y a quelqu'un qui travaille en bas, tu l'as jamais vu, tu l'as jamais parlé, c'est plus intéressant à dire par rapport à ton building ici, par rapport au menu du jour, par rapport à ce qu'il voit, ce qu'il fait, des choses intéressantes, t'aimerais ça pour le savoir, même si tu ne le connais pas. OK, ça, je comprends cet aspect-là, mais moi, je veux dire, moi, je suis ton voisin. Comment je fais pour savoir que toi, tu as besoin d'aide pour couper tes selles? Tu vas sur mon application. C'est un genre de feed Twitter local. C'est ça. La seule Ok. anchor point, c'est le géocode. OK. J'ai un peu le même défi, si tu veux, que c'était difficile à comprendre. Je pense que si tu te présentes avec plusieurs exemples, ça sera plus facile parce que. Je l'ai changé, c'est un bel exemple, je te le dis matin, puis il marche trop. Change des scènes. Je pense que c'est le problème, c'est un peu de faire, tu sais, Le use case, on a plein d'autres use cases. mais c'est d'avoir une définition, une venture cap, on dit c'est une vitamine ou c'est une aspirine. Nous autres, on investe dans les aspirines. Or, c'est quoi la douleur? C'est quoi le problème? OK? Or, si tu fais croire que le problème est assez grand, ça c'est une aspirine, je suis il y a toujours ça. Et je pense l'autre aspect que tu parles de vite, c'est si c'est une application, une app. On va toujours te demander des questions comme comment est-ce que tu vas attirer des clients? So, what's your customer acquisition cost? Pourquoi est-ce que je voudrais pour faire un download là-dessus? Et souvent, on se demande, dans un produit comme ça, avec un app, dans plusieurs des applications ne font pas d'argent. Alors, il y a deux choses. C'est quoi ton modèle de monétisation? Comment est-ce que tu vas faire de l'argent avec? Est-ce que tu charges par l'engagement? C'est du advertising? Et toujours dans les applications, il faut créer de la nicotine dans le produit. Qu'est-ce qui me fait retourner jour après jour pour l'utiliser? Parce que sinon, c'est une app que... Ça, on a déjà des hypothèses et c'est là qu'on est à l'habilitation. Alors ça, c'est toutes les questions que moi Les je hypothèses qu'on a pour répondre à ta question, je sais pas si tu veux répondre à ça. Mais les hypothèses qu'on a, parce que là, on peut te nommer deux ou trois affaires. Donc, mettons, pour le customer acquisition, parce que là, c'est pas le user, mais c'est vraiment le advertising side. Puis on a une base d'advertiser. Il faut aller. Donc, il faut créer le trafic, il faut vendre le trafic aux advertisers. Ce qu'on veut dire, on a un modèle d'affaires qu'on pense, qu'on est en train de valider, qui pourrait être nouveau. Au lieu d'être du CPM ou du CPC, ça va être du cost per density. Donc, selon la densité
les géotags qui sont créés dans un environnement. Puis si ta business se situe là, on va avoir un modèle d'affaires qui va calculer la densité ou la densité de population dans l'environnement immédiat. Là, ça va être plus cher qu'une place parce qu'il y a moins de densité. Et ça, c'est un modèle d'affaires qui n'existe pas pour le moment. C'est parce qu'ils devront taper dans CPM ou en CPC. Puis on a le côté, comment on va faire pour faire la stickiness. Bien, ça, c'est une autre affaire qui reste à valider. Qu'est-ce qui va faire que les gens vont venir? C'est parce qu'il va y avoir du user-generated content. Donc, le problème, c'est comment on va faire pour que les users génèrent vraiment du contenu. Bien, là, on est en train d'essayer de trouver un modèle d'affaires qui va être, au lieu d'être des check-ins, puis ces choses-là, puis des meilleurs, puis tout ça, bien, on va favoriser, peut-être, on est en train de regarder, pour que des entreprises locales, qui sont des advertisers pour nous autres, mettons, si toi, tu es un contributeur de user-generated content, on va prendre nos advertisers, on va acheter des produits, puis on va les faire tirer, mettons, le vendredi, au monde qui va contribuer le plus ou le monde qui a le plus de thumbs up sur la contribution. Si possible, c'est pas le temps de faire votre pitch. C'est de présenter votre modèle d'affaires où vous êtes rendu en ce moment. C'est ça qu'on veut voir. Le pitch, vous n'êtes pas encore prêt. Donc, vous ne vendez pas ce matin. C'est tout simplement un compte rendu de où vous êtes rendu dans votre réflexion. Ok, je me sens moins mal. On est rendu pas loin. C'est ça. Ma coupe de cheveux. Yeah. But Ma coupe de cheveux? Pourquoi? Non, non, ça a l'air frais fait. Un frais fait. C'est gentil. Hey, Dominique, t'as le sens de l'observation. C'est gentil. Clean cut. Il va être de faire sourire. Ça va-tu me faire vendre plus? I can do that. Est-ce qu'on attend Sébastien? Non, non, vas-y. On l'attend pas. Non, il n'est pas important, Sébastien. J'arrive au mauvais moment, Donc, bonjour, Frédéric Paré, je suis propriétaire de eMindTech, mais ce que je viens présenter ici aujourd'hui, c'est complètement une nouvelle start-up qui a comme nom de début eMindSafe. On retourne en arrière. Ce qu'on avait la dernière fois qu'on s'est parlé, c'est ce modèle d'affaires-là. Donc, avec une gestion des inspections de sécurité dans le domaine industriel, on avait identifié des segments qui étaient les préventionnistes ou les gestionnaires de la sécurité en entreprise. Et c'est de là qu'on est parti la dernière fois. On avait identifié comme principal segment de clients les préventionnistes, justement. Et ce qu'on avait comme value prop, c'était affordable security, donc de la sécurité qui serait à faible coût. Ce que vous allez voir avec la présentation, c'est que ça a évolué énormément. La gestion des inspections de sécurité est lourde et complexe. C'est encore le même problème qu'auparavant. Donc, ce qu'on s'est aperçu, et on le valide de plus en plus, c'est que c'est compliqué comme processus. Et ça a énormément de conséquences. Les superviseurs industriels ne sont pas en mesure de prendre des bonnes décisions. Ils ne sont pas capables de le faire en temps réel ou à temps. Ce qu'on a également, c'est des interventions tardives. Donc, le fait qu'on n'ait pas cette information-là, ça fait qu'on n'intervient pas au bon moment en termes de sécurité. Et les coûts d'inspection sont toujours croissants. Donc, le gros problème qui a été identifié et qui continue de se valider, notre proposition à ça, c'est qu'on va simplifier le processus d'inspection, puis on va réduire le temps d'inspection de 50%, et on va permettre d'accéder à leurs données en temps réel, rapidement, pour qu'ils puissent réduire les coûts d'opération, qu'ils puissent prendre des décisions éclairées, qu'ils puissent générer quand même de la sécurité, donc gérer la sécurité de façon adéquate. Ce qu'on avait comme validation board, donc ce qu'on a voulu aller valider sur le terrain et qu'on a fait,
c'est ça ici, c'est est-ce que vraiment la gestion de l'inspection, la gestion de la sécurité en entreprise est coûteuse en termes de temps puis en termes d'argent. Ce qu'on avait comme supposition, c'était que les gens avaient un désir d'améliorer ça parce que c'était un fardeau pour eux. Ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, c'est que les entreprises n'en font pas d'inspection. La plupart des entreprises ne le font pas et devraient le faire. Donc, ce que vous avez ici, c'est une citation des gens qu'on a rencontrés sur le terrain. Il y a 95% de leurs clients qui ne font pas d'inspection alors qu'ils devraient le faire. La majorité des accidents de travail, par contre, ce n'est pas dû à de l'équipement défectueux. C'est surtout dans la méthode d'utilisation de ces équipements-là. Par contre, là où il y a une valeur, c'est en termes de diligence raisonnable. Ça, très simplement, c'est la possibilité de poursuivre des gestionnaires aujourd'hui s'il y a des accidents de travail. Donc, ces dirigeants-là doivent se protéger. Et une des façons de se protéger, c'est d'avoir des données qui sont précises et qui sont en temps réel. Évidemment aussi, ils ne savent pas comment faire leur travail. Ils n'ont pas d'outils, donc ils ne font pas d'inspection. C'est très lourd. Ils doivent se rappeler constamment qu'est-ce qui est à faire, qu'est-ce qui est à inspecter. On a un manque de prise en charge de ces dossiers-là et en fait, ils ne sont jamais prêts pour un audit. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont couper les coins ronds, ils vont y aller rapidement, ils vont prendre certains items, puis c'est seulement ceux-là qu'ils vont inspecter. L'autre hypothèse qu'on a validée, c'est qu'il y a un réel besoin. On a un client qui est signé maintenant, donc on a déjà un premier client qui va utiliser notre MVP, qui n'est pas encore prêt, mais il a déjà signifié plus qu'un intérêt, il est prêt à signer un chèque. Ce qui nous amène à nos hypothèses qui ont été validées. Donc, oui, ils veulent améliorer leur gestion. Non, ils ne sont pas prêts pour les audits. Et en fait, ce qu'on vient de confirmer, c'est qu'il y a un réel problème et que notre solution, elle a une place. Version 3 de notre modèle d'affaires, on a évolué. Ce que vous voyez en vert, c'est en fait ce qui a été validé. Donc, effectivement, notre gestionnaire, il est intéressé, c'est un client potentiel très intéressé. On veut simplifier sa gestion. Donc, on veut simplifier son travail et on veut qu'il soit prêt pour des audits. D'un autre côté, on a validé aussi que les firmes de services en santé et sécurité ont un besoin de données riches, en volume, en précision et en organisation de données. Donc, et on a aussi validé là, au niveau des revenus que le modèle pourrait être payant. Questions, commentaires? Première question, c'est comment tu vas faire ça? Et, tu sais, je comprends très bien le problème, le pain est bien positionné. Oui. Mais je ne comprends pas la solution. C'est quoi, Doc? Faut que OK. Bon, on n'est pas rendu là encore. OK. C'est bon, En fait, c'est ça, c'est le constat qu'on a aujourd'hui, en ce moment, c'est que oui, on l'a en tête la solution, sauf qu'on n'a pas validé suffisamment le problème pour dire oui, on y va. Ce que j'ai là, oui, c'est des hypothèses qui sont validées, mais je veux augmenter le nombre de validations. Donc, je veux m'approcher du 80% de validation sur mes hypothèses. Comme ce n'est pas suffisamment validé à ce point-là, on a quand même un client qui est prêt à signer pour des fonctionnalités minimales. Notre solution, c'est très simple, c'est qu'on identifie chacun des équipements en entreprise avec une puce électronique. La puce électronique, on va équiper, dans le fond, nos inspecteurs avec une tablette. Et à partir de la tablette, ils vont pouvoir inspecter rapidement un item. Donc, ils vont scanner un item, ils vont avoir l'historique au complet de cet item-là sur une tablette. Ils vont pouvoir réaliser une inspection rapide, en 80 points par exemple. Et ça va être transmis en temps réel, incluant photos, documentation supplémentaire, notes. C'est transmis directement à la centrale. Donc, mon gestionnaire, mon préventionniste, il a accès à ces données en temps réel et peut même proposer des interventions immédiates là, à réaliser sur le terrain. Okay. Donc, ça, c'est la solution expliquée rapidement. Mon idée, c'est un peu la même chose. Je comprends la douleur, si tu veux, c'est évident. Mais ce que je ne comprends pas, c'est la taille du marché, le TAM, comme on dit. Bon, si tu rentres au boulot, mes associés te demandent explique-moi comment est-ce que ça peut devenir une compagnie qui vaut 100 millions ou plus. Dis-moi comment est-ce que tu peux arriver là. Okay. La première question, c'est comment la taille du marché. Et l'autre, c'est ce que je disais avant, c'est les produits où on sauve de l'argent. C'est beau à dire, mais c'est très difficile à vendre, la réalité. La réalité, c'est les compagnies
ils ne veulent pas dépenser d'argent sur les sécurités. Alors, un produit comme ça, il faut le vendre d'une autre manière. Alors, explique-moi, c'est quoi les conséquences s'ils font what's the fear? Fear sells. Alors, je pense que le document, quand tu le vas expliquer, je ne comprends pas ce qui arrive si je tombe en or, I fail my audit. C'est quoi les conséquences? Ce sont les deux commentaires. Parfait. Merci. Lavender, commentaire. Il a dit. Prochain. Je suis vraiment pas sécure dans mon affaire aujourd'hui. Bienvenue dans le jeu. Il y a quelque chose qui va se passer. Je suis pas une geek. Hey. Tu changes ton mode d'affichage. Je vais aller ouvrir, là. Inquiète-toi pas. Il me semble que les fabricants d'ordinateurs devraient mettre juste un bouton, protection. Surtout pour des ordis d'affaires comme un HP. Il existe des projecteurs maintenant pour faire des Yeah. applications. Allez chercher le salaire. Mais c'était quoi le problème? C'est juste parce que t'étais pas en mode. Heureusement, il n'y a pas de Mexicain dans la salle. Non, mais c'est un peu Puis là, comme comment ça, je fais pour le c'est diminuer, C'est un ça? peu comme ça, c'est quelque chose qui fait partie des trucs. Pourquoi il est pas? Parce qu'il est pas complet. T'as un mode d'affichage, ça, Je je suis pas pense. capable de déclarer complètement détaché. Des rubus à Hong Kong, etc. Tu veux le mettre à l'écran? Ouais. Mais ça marche toujours pas? Il manque toujours un bout? Ben, c'est parce que c'est ça, ton document est trop large. On peut scroll. Tu veux le rapetisser? Juste à scroller. Fais un zoom down. Ah, Non, je vois pas le côté. c'est parce que t'es en. Mets-toi en landscape, au pire. C'est quoi landscape? Paysage. Ouais. Sinon, des options. Yeah! Même sur l'ordi, on le voit plus. Propriété. Qu'est-ce que t'as fait, Les toi? abeilles mettent en bas, propriété. Anyway, bien honnêtement, on est Non, pas non, capable de lire ouais. ici, alors, T'étais. Ouais, C'est quoi? on est pas capable de lire d'ici. Regarde, On va juste vas-y, écouter. là, propriété un peu plus haut. Ah, c'est pas ça là. Ok, c'est propriété. Bon. Non, mais moi, je vois plus. Mais parce que même sur mon ordi, je vois pas tout. Ben, tu scroll là, tu sais, puis. OK, Ok, mais bon. Ça va c'est être ça. bon. Ouais, c'est bon. C'est ça. Tu peux... Là, tes flèches, ils marquent, non? Même pas. Non, Merci, Ben. En haut, c'est en haut, à côté du Bon. corridor, là, t'aurais pu. Pas grave. Ils sont là, je pense, les options. Donc, moi, je suis bien agréable de vous inviter, mais ça risque de changer de nom si on continue dans l'avenue, puisque c'est pas assez anglophone. En fait, on est trois dans notre équipe, une courtière immobilière, moi je suis une courtière en assurance, puis quelqu'un qui est habitué avec du management, de la gestion, puis on a notre hacker qui est avec nous, juste pour mettre la table. En fait, c'est ma partenaire qui est courtière immobilière qui m'est arrivée avec une idée à un moment donné qu'elle avait des problèmes, puis qu'elle voulait résoudre la notion de l'immobilier, en fait, au niveau de l'acheteur puis le courtier. Fait qu'en réalité, on a deux segments de marché qu'il faut travailler. On s'est rendu compte avec le temps qu'on était une multiplateforme, parce qu'en réalité, on pouvait pas, un des segments ne pouvait pas vivre sans l'autre. Donc, on a le premier segment qui est l'acheteur qui va sur les sites Internet actuellement. Puis, on a le courtier qui a de la misère à rétentionner ses acheteurs à cause des sites à vendre par le propriétaire. Fait que c'est un peu l'enlignement qu'on a. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? On est en validation justement de savoir qu'est-ce qui est le plus gros problème de l'acheteur, le plus gros problème du courtier. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Fait que c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on est même plus capable d'avancer plus loin par rapport à tout ce qu'on avait comme idée. Parce que ce qu'on veut faire, nous, c'est régler le problème majeur de tout ce qui se passe. On a des hypothèses actuellement que c'est le courtier, dans le fond, c'est la rétention d'acheteurs qui voudrait avoir que c'est son plus gros problème.
Puis de l'autre côté, on a l'acheteur qui veut faire ses recherches autonomes puis qu'il ne sait pas par où commencer parce qu'il y a trop de choses qui s'offrent à lui. Fait que grosso modo, c'est un peu les deux choses qu'on veut valider. Pas encore là, plus qu'on pousse, mais il y a des éléments qui ressortent peut-être qui sont pas qu'on n'avait pas pensé comme premier pain pour ces gens-là. Fait qu'on se rend compte qu'il y en a de plus en plus, puis il faut essayer de trouver le pain qui est major. Moi, ce que je suis en train de me dire avec les validations, c'est que finalement, je vais peut-être juste prendre un segment, même si on pense qu'il y avait la multiplateforme au départ, qu'il fallait vivre avec un ou l'autre. Je suis en train de me demander si on ne va pas juste utiliser l'acheteur. Parce qu'ici, quand on pense au courtier puis à l'acheteur, au Québec, ça fonctionne. Tous les pays, parce que nous, on veut aller à l'international, tous les pays qui ont des courtiers et qui ont des hypothèques, ils ont souvent ils ont les deux segments. Par contre, les pays où ils n'ont pas ça, ils ont quand même des gens qui veulent habiter dans un domicile qu'il faut qu'ils fassent des recherches. Puis ça, ben, c'est ce qu'on voit qu'il l'a pas. En faisant le tour, dans le fond, du marché actuel, on voit qu'il y a plein de choses pour le vendeur, plein de choses pour le courtier et qui n'est jamais tout à fait bien adapté, mais il n'y a rien qui est vraiment ciblé pour un acheteur qui ne sait pas par où commencer. Fait que ça, c'est vraiment une recherche. Maintenant, il faut valider, est-ce qu'ils ne savent vraiment pas par où commencer? Est-ce qu'on pense? En tout cas, fait qu'on en est là. Je ne sais pas trop quoi dire de plus, mais en réalité, ça, c'est pour les segments qu'on avait. Nous, à notre départ, c'est qu'on voulait trouver un modèle qui aiderait l'acheteur à faire des recherches qui est autonome, dans le fond, qui suit le cheminement de départ, qui archive les documents. Donc, on vient de trouver un revenu à l'acheteur qu'on pensait qu'il n'y aurait pas d'acheteur, parce qu'il n'y a aucun archive de documents dans le processus d'achat d'une maison. C'est qu'il soit au même endroit, c'est-à-dire qu'au bout de parce qu'il y a un terme légal de 5 ans au niveau des archives. Fait qu'au bout de 5 ans, peut-être que l'acheteur de la maison voudrait garder ses archives et pouvoir dropper encore plus d'informations sur la maison. Donc, on aurait un revenu supplémentaire au niveau de l'acheteur parce que peut-être pendant 25 ans qu'il possède sa maison, il pourrait mettre tous ses reçus de rénovation puis upgrader, dans le fond, la qualité de sa vente future. Puis il pourrait être encore ça. Puis du point de vue courtier, bien en fait, c'est que finalement, la solution, c'est qu'on donne un CRM. On fait la rétention d'achat parce que l'acheteur est suivi dans toutes les étapes, qui ne pensait pas qu'il avait besoin de courtier, puis à la finale, du point de vue légal, il va pouvoir le suivre. Fait que le courtier va garder sa rétention. Fait que c'est cela. Je sais pas trop... Il me reste 30 secondes, mais... Il reste 30 secondes. OK. J'ai rien à dire en réalité. Je suis comme tellement pas sûre de ce que je fais que... Ils vont acheter ton sourire. Ben, peut-être un peu de conseil, je veux dire, je pense que c'est un point de réflexion, c'est de trouver la douleur, je veux dire, regarder la vidéo du marché un peu, où il y a des plateformes qui ont trouvé une solution. C'est le côté financier, Mint.com, c'est un grand succès. Qu'est-ce qu'ils ont découvert, c'est qu'est-ce que, par contre, the buyer wanted, c'était une place de mettre l'information pour gérer vos portefeuilles. De l'autre côté, qu'est-ce que les grandes banques, l'assurance voulaient vraiment, c'est l'accès à ces clients potentiels pour vendre leurs produits. Alors, c'est assez simple. Bon, du côté d'assurance, immobilier, c'est quoi l'autre défi? C'est facile, ils veulent avoir des clients. Alors, tu décides, veux-tu créer un site pour attirer de nouveaux clients? Je te dirais, ça va être dans un produit de CRM pour réduire le travail qu'ils ont aujourd'hui. Alors, juste ça, c'est complètement un modèle différent. À date, j'ai tous les modèles dans ma tête. Okay. Le problème, c'est que... Qu'est-ce qui est pas cher, c'est de passer beaucoup de temps d'abord avec les immobiliers ou les agents. C'est surveiller Monkey, prendre le téléphone, les appeler, puis vraiment, c'est comprendre c'est quoi leur défi de chaque jour. Puis après que tu comprends ça, c'est de demander est-ce qu'ils paieraient pour un produit dans ce domaine. Peut-être la raison, c'est non. Et la seule chose qui sont vraiment intéressés, c'est customer churn. Comment est-ce que je peux réduire le churn of my customers et trouver des nouveaux clients. Je pense ça prend du temps souvent de trouver un modèle, mais je pense qu'il faut passer beaucoup de temps avec les brokers, des gens comme ça, pour comprendre comment c'est quoi la douleur. Bien, actuellement, avec les brokers, Davendo n'est pas vraiment au courant, mais on a une agence qu'on a engagée parce que moi et Roxane, on n'a aucune crédibilité à aller le faire. Les gens ne veulent pas nécessairement nous donner d'informations parce qu'on fait déjà du bruit un petit peu depuis un an avec notre idée. Puis on va aller à Montréal, on va aller en région, puis tout ça. Fait qu'on a quelqu'un qui fait des téléphones à coup de 20 parce que notre validation board, c'est qu'il faut qu'il y en ait 15 sur 20 des courtiers professionnels, voir s'ils veulent l'utiliser. Parce qu'en fait, le marché du courtier au Québec, il y a 87 000 maisons qui se vendent par année. Il y a un énorme potentiel
parce qu'il passe par les 87 000, mais qui n'est pas nécessairement par les courtiers, mais 87 000 maisons qui est vendue. Même une transaction par année, ça serait notre rétribution, serait extrêmement rentable. Fait que même si on a juste 2 % des courtiers utilisateurs, donc les professionnels qui ont à cœur la profession, on est très rentable selon notre point de vue. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'ils veulent? Ça, c'est l'autre question. Puis, en réalité, c'est que les courtiers, par rapport à l'acheteur, c'est que l'acheteur n'a aucune confiance envers les courtiers. C'est pas mal ça qui en sort. Il ne voit pas la valeur ajoutée, ça coûte trop cher, puis tout ça, mais il faut essayer de répondre à ce besoin-là aussi. Mais les questions que je demanderais pas si tu veux acheter ce tel produit ou ça. C'est vraiment de juste comprendre la valeur. C'est le classique modèle de Henry Ford. C'est l'expression. Si lui, on demandait à ses clients pour vous, ils auraient dit un cheval plus vite. Je n'ai jamais pensé à l'automobile. Mais qu'est-ce que lui a fait? Il a compris que le problème, en effet, c'était qu'il voulait se rendre d'une place à l'autre plus vite. Alors, le défi, c'était le temps qu'il dépassait d'aller de ville à ville. Alors, moi, je te dirais de demander des questions à eux de cette méthode-là. Offre pas des solutions, juste comprendre les douleurs. Par contre, ça se peut que tu vas comprendre qu'il passe 50% du temps à faire du paperwork à travers la journée. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il veut dire? Si toi, tu crées un logiciel ou un site où tu peux mettre tous les documents, où tout est automatisé, c'est certain qu'ils vont aller là-dessus. Okay? Alors, tu peux attirer cette base-là et tu as juste à comprendre le défi des clients. Qu'est-ce qu'ils veulent avoir? Ils veulent avoir un site où tu peux trouver toutes les, whether it's the mortgage rates ou quoi que ce soit sur un site. Tu peux attirer l'autre côté-là. Alors, tu peux amener les deux communautés ensemble. Tu nommes notre 5.0. Okay. C'est ça notre idée. Sauf que le problème, c'est qu'il y en a tellement sur le marché qui amène un peu ça, mais qui n'est jamais complet. Nous, on voudrait être complet. Mais c'est quoi le MVP par rapport à ça? C'est vraiment là qu'on est bloqué parce que tout ce que tu me dis, dans le fond, c'est ce qu'on veut au final. Mais là, il faut valider c'est quoi le départ. Puis c'est là que je bloque vraiment. Parce on est quand même avancé sur le final, mais pas sur le départ. C'est ça qui est problématique en ce moment pour nous. Comme je disais ce matin, on ne peut rien avancer sur des belles présentations, même si tout est quand même aligné dans notre tête, parce qu'on ne sait pas vraiment c'est quoi le départ. Parce que le produit final, c'est que ça répond à tout, ça qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. Justement, on a trouvé un site qui fait tout d'un coup, mais il est tellement tout partout que probablement que le site, ça fait 8 mois et il n'y a pas vraiment de visite dessus. C'est pas mal notre idée, mais il manque des choses. Okay. Fait que c'est là qu'il faut savoir encore plus pour trouver c'est quoi le fucking pain. Et bravo d'avoir réalisé ça, de vous être rendu compte, vous savez le point final où vous voulez être, mais c'est où le point de départ. Puis c'est ça qui est critique et c'est brillant l'apprentissage. Merci. Bonjour, mon nom c'est Marie-André Dubé, donc je viens représenter BioMarket. Donc nous aussi, on a fait un gros pivot qu'on a décidé hier matin, dans le fond, en équipe. Donc c'est pour ça que vous allez voir mon elevator pitch, il a un petit peu changé par rapport à ce que je vous avais déjà présenté. Donc, on s'est rendu compte qu'il y a vraiment des problématiques dans le domaine des services professionnels. Il y a des problématiques autant pour les consommateurs que pour les professionnels. La communication est difficile entre les deux, comme s'ils ne parlaient pas la même langue. Les consommateurs, eux, sont inexpérimentés, dans certains domaines. Donc, cette inexpérimentation-là les rend insécures. Donc, s'ils sont insécures, c'est qu'ils ont peur de se faire avoir, ils ont peur de passer pour incompétents en avant du professionnel qui, lui, connaît vraiment son domaine. Donc, je parle vraiment de professionnels en général parce qu'on n'a pas voulu cibler de domaine en particulier pour le moment. Donc, le consommateur aussi, ce qui le rend insécure, c'est que vu qu'il n'a pas nécessairement d'expérience, quand il arrive pour rencontrer son professionnel, il ne sait pas par où commencer, il ne sait pas quelle information il a besoin d'avoir pour répondre aux questions que le professionnel va lui poser. Donc, il manque de guide. Il manque de guide justement pour aider le consommateur à structurer son besoin. Et pour le côté professionnel, les professionnels, eux, perdent un temps précieux à aider le consommateur à cibler son besoin. Et d'un autre côté aussi, vu que le professionnel, du temps, c'est de l'argent, donc il cherche à développer aussi toujours une nouvelle clientèle.
Donc, la solution qu'on propose, notre plateforme s'appelle jedemande.ca. Donc, c'est une plateforme Internet qui va servir d'intermédiaire pour que le consommateur et le professionnel puissent parler le même langage. Donc, ce qu'on offre comme avantage pour le consommateur, c'est un modèle de soumission par rapport à au domaine pour lequel il a besoin d'un professionnel. Donc, il vient sur notre plateforme et complète un formulaire qui est déjà établi avec les informations principales qu'il doit avoir. Ensuite, ça va faire en sorte que ça va diminuer son insécurité parce qu'il va quand même avoir une espèce de guide à la base, c'est-à-dire quelles sont les informations que j'ai besoin d'avoir. Donc, il peut aussi, de son côté, aller un petit peu s'informer ailleurs sur Internet. Et aussi, ça va faire en sorte qu'il va avoir moins de recherches à faire parce que notre plateforme va faire en sorte que ce soit les professionnels qui vont venir lui faire des offres. Donc, Ben, pour ton problème de cèdre à couper, tu peux venir me le dire sur notre plateforme et les professionnels vont t'appeler pour te dire « Moi, je peux te le faire à pas trop cher. » As-tu besoin pour ça? En tout cas, c'est ça qu'on est en train de valider. Et pour ce qui est du volet professionnel, ce qu'on leur offre via notre plateforme, c'est la possibilité de répondre aux demandes de soumission qui vont être structurées. Donc, eux ne perdront pas de temps à aider le consommateur à structurer sa demande. Et aussi, ça va leur donner accès à une banque de clients qui sont réellement intéressés. Donc, le résultat, les consommateurs sont sécurisés et les professionnels sont comblés. Le pivot qu'on a fait, c'est qu'à la base, l'idée du projet, c'est qu'on voulait vraiment évaluer le domaine de la construction. Parce qu'on savait qu'il y avait beaucoup d'insécurité justement dans le domaine de la construction, il y a beaucoup de professionnels. On pensait que les professionnels avaient besoin d'une clientèle supplémentaire, donc on s'est dit, c'est un bon domaine pour commencer. Finalement, on s'est rendu compte que les consommateurs sont encore trop insécures et notre solution venait pas tout à fait répondre à cette insécurité-là parce qu'on n'est pas en mesure de confirmer à savoir si le professionnel qu'ils vont engager va ou non faire du bon travail. On peut leur donner des références, on peut leur donner des exemples de portfolio que le fournisseur a fait, mais on ne pourra jamais leur garantir que le professionnel ne partira pas avec leur argent, que le constructeur en rénovation va vraiment faire un bon travail. Donc, on a vraiment fait un changement de ce côté-là. Et les points importants qu'on a trouvés, ça reste qu'il y a de la sécurité auprès des consommateurs quand ils cherchent à magasiner un professionnel. Donc, ce qu'on s'est rendu compte pour la construction, c'est peut-être pas tout à fait adéquat. Donc là, on ouvre vraiment plus large pour essayer de voir quels sont les types de professionnels que les gens recherchent via Internet et voir si à ce moment-là, ils seraient prêts justement à modifier leur façon de faire pour nous faire confiance à notre site pour qu'on leur réfère les professionnels en soi. Donc, pour ce qui est du modèle d'affaires, je vais avoir un peu le même problème que toi, Roxane, je pense. Mais bref, c'est ça. Il y a différents trucs qu'on a été capable de confirmer. Donc, on sait que pour ce qui est du segment de consommateurs, c'est sûr que ça prend des gens qui vont être portés à aller sur Internet pour magasiner. Donc, pour ça, ça ne change pas. Mais il y a d'autres volets qui sont à confirmer. Donc, pour le moment, on est encore à l'étape de la validation, nous aussi, dans le sens où on a fait un nouveau questionnaire, puis on retourne plus large par rapport au domaine. Commentaire? Moi, j'ai un premier commentaire qui est général, qui s'applique peut-être un peu à tout le monde sur vos présentations. Moi, je vous conseillerais quand vous présentez votre solution, créez donc une espèce de personnage. Appelez-le John Smith, là. Puis John Smith, il a un problème, il vient d'acheter une maison, il doit peinturer sa maison, puis là, il ne sait pas où trouver un peintre. Pouf, là, il arrive sur ta plateforme, puis là, tu fais passer l'expérience utilisateur, mais avec un personnage. Puis je pense que ça parle plus de sa image. On est capable de se mettre dans le peau du personnage. Ben l'a fait un peu avec ses selles tantôt, là, mais ça marche parce que tu te dis, OK, moi, c'est quelque chose que je suis capable de relier à moi. Alors moi, tu sais, ça me là, j'ai changé, ça va être une demande de garage. C'est bon. Mais c'est de raconter des histoires. En plein ça. Et ça illustre parce que, encore là, je comprends. Moi, je sais pas, je chante, mais moi, je comprends vos projets parce que je les connais déjà, pour la plupart, assez bien. Mais quelqu'un qui part de get-go et qui, en 5 minutes, doit comprendre ce que vous faites, vous êtes, imaginez-le, ça va vous donner une grosse chance sur. Pour le reste, je pense que dans ce que vous faites, je suis convaincu pour moi qu'il y a un pain, parce que c'est une idée que j'avais déjà eue, mais je ne l'ai jamais réalisé. Mais parce que j'avais rencontré l'idée de la personne qui vient de s'acheter une maison et qui a besoin d'un peintre, c'est moi.
Ouais. Et puis, je m'étais là, sûrement cherché, appelé du monde, tu connais-tu quelqu'un? Fait que je m'étais retrouvé à finalement engager quelqu'un que j'avais trouvé engagé dans les petites annonces. Le gars m'a jeté dans les mains à 2 jours de ma prise de possession de maison. Un cauchemar. Tu sais, cette plateforme-là, moi, ça m'aurait servi. Donc, moi, je suis capable de comprendre le pain, puis je savais qu'il y a quelque chose là. Continuer à creuser, j'ai l'impression qu'il y a. Ben c'est ça, exactement, c'est en plein ça. Mais c'est un peu ce que tout le monde nous a dit. Tu sais. Puis par rapport à la construction, ce qui arrive, c'est que les gens vont beaucoup chercher des références auprès des gens qui connaissent pour que la référence ait plus de valeur. Tu sais, s'ils se disent la personne elle a le même projet que moi à faire, ben puis l'entrepreneur qui l'a réalisé a bien fait sa job, ben je peux m'attendre à ce qu'il vienne bien faire la job chez nous. Sauf que ça, c'est une genre de confirmation qu'on pourrait avoir de la difficulté à les rassurer sur ce point-là via la plateforme. Fait que c'est un peu pour ça qu'on s'est dit, ben, parce qu'on peut leur donner, leur confirmer effectivement des références. On peut, tu sais, les professionnels peuvent être cotés sur le site un peu comme mais on a eu l'impression, avec les résultats et les informations que les consommateurs nous ont données, que les gens allaient avoir de la difficulté à être rassurés seulement par des références ou des confirmations que l'entrepreneur a fait du bon travail général de quelqu'un qui ne connaisse pas ou quelque chose. Parce que souvent pour des gros projets, comme la cuisine, puis il y a aussi le volet qu'ils nous ont souvent dit que les professionnels ne les rappelaient même pas parce qu'il n'y avait pas le temps de faire de la nouvelle job. Fait que c'est donc, on s'est dit, oups, parce que nous, c'est les fournisseurs qui vont payer majoritairement pour venir accéder à la plateforme. Donc, si les autres n'ont pas besoin de clientèle, on vient de perdre notre élément majeur pour les apporter, pour les besoins mon projecteur. sur la plateforme. Et je suis assez surpris parce que moi, en tout cas, pour utiliser ce genre de truc-là pour acheter des voyages, maintenant, c'est tout le monde, maintenant, en tout cas, il me semble que TripAdvisor est donné de référence parce que, justement, j'aime ça, savoir ce que les autres ont pensé de telle place, tel hôtel, tel restaurant. Non, je suis piston. Du projet est important. Mais je cherche mon projecteur. À la limite, si le gars demande sa job, ben, tu leur peins, c'est moins grave. Mais si tu fais faire ta cuisine, puis que tu veux abattre des murs, tu veux. Si le gars ne fait pas bien sa job, là, ça a des conditions très importantes sur la maison. Donc, c'est dans ce volet-là que les gens sont plus insécures, justement. Souvent, ce qu'ils nous ont sorti comme solution idéale, ça serait plus comme quelqu'un pour superviser le projet à leur place. Quelqu'un qui connaît ça pour superviser le projet à leur place. Quelqu'un à qui il aurait confiance à dire, OK, vas-y, supervise-moi ça. Mais vu que ça, c'était définitivement très loin de ce que nous, on veut offrir. Oui, ça existe. Non, j'ai vu quelque part aussi affiché. Nous, en ayant la plateforme juste plus large, c'est qu'on essaie d'aller identifier plus de secteurs, si on veut. C'est comme là, plutôt que de rester juste dans la construction, on va poser des questions un petit peu plus général. Tu vas swapper. FM, à qui on n'a pas pensé. F3. Regarde, tu vois, laptop plus. C'est ça pour la construction, la plateforme. Ça, tu peux. Regarde, sinon, tu aurais pu le faire par ici. Tu veux chercher un peintre, tu vas venir le chercher. C'est juste que là, nous, dans la validation des peines, ben, on s'est dit qu'on va rester juste plus large un peu dans notre clientèle pour pouvoir plus moins de résolution que vous. Parce que sinon, là, ça c'est F6, ça c'est F6. OK. Ta minute, là, ça va. Je l'avais, puis là. Oui, c'est tout qu'on va faire. Ah. Mais le demain matin, c'est ça. C'est mon son de cloche à moi, ça? Oui. Bonjour, Dominique Lourde de Ginov. À vrai dire, le nom n'est pas coulé dans le ciment encore parce que je ne suis pas enregistré ni incorporé. Bon, donc, la mission de l'entreprise est de développer, de créer des solutions pratiques et innovantes pour nos marchés cibles afin de faciliter l'intégration et l'interaction entre ces membres. Le problème, on adresse ici le marché des forces canadiennes. Le problème est qu'il y a beaucoup de déménagements qui se passent dans les forces militaires. Et puis, cette situation-là provoque chez ses membres un déséquilibre d'ordre émotionnel et fonctionnel. Il y a plus de 20 000 déménagements par an qui se passent au sein des Forces armées canadiennes. Okay? Le militaire et leur famille déménagent généralement à tous les 4 ans, voire même plus lorsqu'il y a une promotion où les besoins se font sentir dans différentes bases.
OK. Laissant derrière eux, ils laissent derrière eux leurs amis, leur travail et toutes les ressources environnantes. Donc, lorsqu'ils arrivent au nouveau lieu de résidence, sauf pour le militaire, qui est dans son environnement, mais la famille, eux et les enfants ont à recréer leur cercle social et professionnel. Si on parle des enfants, ben, c'est l'école. Et puis, donc, durant ma carrière de 19 ans, moi-même, j'ai déménagé à 11 reprises. Donc, je me retrouvais souvent, on doit s'adapter assez rapidement. L'étude de terrain effectuée a démontré qu'il existe des ressources pour aider les familles à chaque nouveau lieu de résidence. Ces ressources sont généralement administratives et sont réparties sur une multitude de sites web et centres familiaux de l'armée. Okay. Elles n'aident que partiellement les nouveaux arrivants. Elles n'offrent aucune interaction et n'existent qu'à titre informatif. Les services offerts par les centres familiaux sont sous la gouverne du MDN et font l'objet d'un long processus administratif, ce qui occasionne une longue période d'attente avant de pouvoir bénéficier de ces services-là. La conjointe de militaire, en faisant mon étude de terrain, une des conjointes d'un militaire, mère d'un enfant, m'a informé que lorsque son mari était parti en mission, elle avait besoin d'une période de repos pour elle-même. Et puis, donc, elle était à son centre familial. Et puis, pour bénéficier du service de garde d'urgence offert par le centre familial de sa région, elle devait fournir un papier du médecin ou d'un psychologue pour avoir l'approbation d'Ottawa. Juste pour vous montrer comment que l'administration et le contrôle de l'armée se fait vis-à-vis les services desservis aux familles. Étant nouvellement arrivée dans cette région, elle n'avait pas encore eu le temps de se trouver un médecin ou un psychologue pouvant lui fournir le papier nécessaire et ne connaissait personne de confiance à qui confier son enfant. Donc, les situations de ce genre se provoquent... les situations de ce genre sont très fréquentes au sein de la communauté militaire. Faute de solution, les familles se retrouvent bien souvent laissées à eux-mêmes. La solution, la création d'un réseau social personnalisé interbase bilingue. Army Phase 3.0. Les avantages, ça facilite la communication et l'échange entre les membres, repère de ressources locales avant l'arrivée à la nouvelle résidence, permet de tisser des liens entre les communautés, chaque base de sa communauté. Donc, ça permet de tisser des liens. Permet le regroupement des membres vivant dans le même contexte, autrement dit, vivant la même réalité. Permet de garder des liens avec les proches et amis. Et permet de retrouver des amis militaires de longue date. Fournit des ressources utiles autres qu'administratives. Offre une visibilité aux unités locales. Sert de journal professionnel informant les proches, amis, activités quotidiennes du militaire. Et c'est une plateforme aussi publicitaire pour les entreprises et événements locaux. Un autre besoin, j'ai identifié un problème. Là, on a identifié aussi un besoin que la plupart des participants m'ont divulgué, autrement dit. Le ministère de la Défense nationale... Oui, Ouais. on coupe. OK. Donc, c'était juste une petite application mobile qui regroupe à un endroit tous les rabais, toutes les entreprises qui offrent des rabais aux militaires, que ce soit locaux ou national. De mon côté, je te dirais, je pense que je comprends le problème. C'est certain, il y a une douleur. Les questions que moi je te poserais, c'est la solution que tu proposes, un social network. Aujourd'hui, tous les social networks sont gratuits. Alors, c'est très difficile de charger. Je ne sais pas le modèle. D'ailleurs, il est gratuit. OK, alors c'est gratuit. Tu me dis qu'il y a 20 000 déménagements chaque année et je pourrais leur changer d'une façon ou d'autre 100 $ chacun. Ça me donne des ventes chaque année de 2 millions. Alors,
là, c'est la question de comment est-ce que ça peut devenir, c'est pas comme temps. Le marché, oui, je l'avais sur une des slides, là, Je veux dire, ça, c'est si tu prends tout le marché de tous les militaires canadiens, c'est 2 millions. C'est pas très grand. Alors Ben, à vrai dire, ça, c'est juste les militaires, mais les rabais sont offerts aussi aux civils et leurs familles. Donc, les militaires, ex-militaires, familles et les civils inclus là-dedans, là, ceux qui travaillent avec le DND. Donc, ça regroupe, d'ailleurs, j'ai des statistiques là-dessus, ça regroupe 1 200 000 personnes si on englobe les civils avec les militaires, ex-militaires, réservistes et tous ceux qui ont, à vrai dire, un numéro qui figure comme numéro pour le DND. OK. Donc, mes questions, mes questions sont vraiment sur le modèle, les chiffres d'affaires, la taille, comment grand ça va devenir. Est-ce qu'on peut sortir du Canada? C'est certain que tu vas être obligé de sortir du Canada pour réussir sur un modèle. C'est-tu possible dans d'autres pays de le faire avec là? Y a-t-il d'autres modèles à travers les ambassades, peut-être des grandes compagnies qui ont beaucoup de leurs employés qui déménagent à travers le monde de cette façon-là? Oui, c'est un peu ça le topo, là, où on s'en va plus loin, c'est de prototyper, puis faire un prototype qui est valable ici, et puis l'exporter dans d'autres pays. Parce qu'un des défis, si on regarde Facebook ou les autres social networking sites, leur défi vraiment, c'est qu'ils sont capables d'attirer les gens chaque jour de les visiter, mais au niveau de monétisation, ils n'ont pas réussi. Ils peuvent charger 15 cents, 10 cents pour un click-through. Leur modèle fait vraiment faillite de ce côté-là. Moi, c'est toujours le défi d'un social network, c'est le monétisation aspect, de vraiment comprendre ça, parce que c'est pas facile. Ça, c'est pourquoi le stock price de Facebook commence à tomber toujours. Ils n'ont pas trouvé la mécanique comment faire de l'argent avec encore. Okay. Yes. Petit commentaire sur la forme PowerPoint bleu avec une écriture noire. J'ai oublié de vous dire que j'ai pivoté il y a 2 jours parce que, à vrai dire, l'outil était plus un outil d'organisation au début. Et pas puis, grave, mais le commentaire il reste le même. L'autre chose, beaucoup moins de texte en PowerPoint parce que tu le lis, tu n'as pas l'air. L'important, je pense, c'est qu'il faut, quand un entrepreneur, il faut qu'on sente qu'il y a une passion envers le problème, puis qu'il a envie de le régler. Et quand tu lis comme ça, tu n'es pas capable de transmettre cette passion-là. Donc ça, à faire attention au niveau de la forme. L'autre chose, moi aussi, j'ai un gros malaise avec la création d'un autre social network. Même Facebook, avec 900 millions d'utilisateurs, n'est pas encore capable de faire d'argent. Ils sont rendus à 1 milliard depuis le 4 octobre. Et puis, pourquoi pas que juste créer une page Facebook, justement? Il y en existe déjà, même des associations comme le ACMC, c'est l'Association des conjoints militaires canadiens. On leur fait leur page, mais il n'y a pas personne qui va dessus parce que c'est trop général. Moi, ce que je veux créer, c'est vraiment un social network, mais personnalisé à certains marchés comme l'armée, comme Hydro-Québec qui ont des campements un peu partout. C'est les prochains marchés qu'on va explorer. Mais je pense que ton pain est bien identifié, puis je crois qu'il est là. Je suis juste vraiment pas convaincu de la solution. Et puis, là, j'ai pas eu le temps de présenter l'application, mais... C'est un bon commentaire du monde, c'est ça qu'on regarde. C'est 10 à 15 pages. Maximum de 5 bullet points là-dessus. Moi, je préfère de very little text et de ton point tell me the story. Dans les 10 à 15 fiches, dis-moi l'histoire. OK? A little animated, start with the mom has a problem, mom est dans le temps, mom déménage. Prochaine fiche. Moi, j'étais rendu à 18, là, puis j'ai fini à 2h du matin. Après avoir parlé à Denver. On est toujours sur le défi, même moi que je fais des présentations aujourd'hui, j'ai l'habitude d'être beaucoup de texte là-dessus. Mettez l'image. Mettez l'image puis deux lignes de texte. Merci Dominique. Cela dit, on comprend tous que vous êtes à un stade où vous êtes en train d'évoluer votre projet. Là. La critique est là d'une façon constructive. Hein. On comprend où vous êtes présentement. Là. Soyez pas affectés par le commentaire. Bonjour, mon nom est Pierre Guillemette, Société Barca et Société Axeltech.
Depuis les derniers business models, on a changé un peu au niveau du segment de marché. On se destinait essentiellement au niveau des studios, d'industrie du film et industrie de musique, mais on s'aperçoit même aux demandes de contact, aux discussions qu'on a eues aussi avec les différents intervenants, que le marché des musiciens comme tel est aussi important, sinon plus que le marché des studios. J'ai préparé un pitch. À la discussion avec Davender, il m'a suggéré de le faire en anglais, donc ça va me permettre de me pratiquer un petit peu aussi. J'accepte aucune question en français. So the market segment of the project is for soundtracks, music studio, and jingles, and also someone who work on a short movie music production, and also the target to musicians who own their own studio or professional studio. A typical type of customer is, let's say, we talk about John, who is 48 years old. He lives in New York. He has his own studio. Got 2 employees. The first one is a musician. We define his sound library and database. The other one is a sound engineer who work on the tracks and make some track and make several type of editing. Those 2 employees work together, of course. So his work area is around 1,200 feet, sorry. So they work mainly in short movie. Their main constraints is they have very limited time frame for production. And this specific archetype stand out from his own sound signature. So one studio compared to other, they try to find some standout point, and this one want to focus on his sound signature. So the main pain for this type of user, and all other user we know and confirm with the different several discussion. Production and post-production requirements, you need to be quick and efficient. So an engineer considering the limitation of their equipment, he got missing real-time operation, so he's not able to process editing in real time, which is a main pain for the musician or the engineer. And also he loses a lot of time to work on several equipment, which are sometimes compatible, sometimes not compatible, and this doesn't include the musical instrument. And also it is fixed, so he's forced to stay in his studio because this equipment is not really mobile, so which is one of the constraints also. More specifically for the musician, he need to build new capture and to be able to work comfortable with those new sound. He need to build specifically for a project. Their own solution are they have no choice to invest a lot of time in their own production, and they need to hire specialists in specific domain. And because missing real time, they work in trials and error and need to retrial and make other errors and so on. Our proposition is we built a parallel reconfigurable processor, which is equivalent to over 20 PC in parallel. And also we design a new concept of so-called resynthesis, which allows to rebuild a soundtrack and regenerate the soundtrack and be able to control all the parameters of those tracks in real time. So it means that this interactivity allows to boost the creativity of the different professional. So what will make decision to build or to buy our system is the real-time operation availability with our system. With comparison with the concurrent, we are able to send several examples which shows very obviously how we compare with the concurrent. We already have some feedback on that. So the system is operational at this moment, but we are not able to sell on the market. It's a prototype, it's a validated prototype, and we got 2 patents, but it's not put yet on the market.
questions en français, en anglais, en allemand, en espagnol? I'll shoot them in English, but I Yeah, applaud sure. you for trying both languages. I Yeah. have the equal Sure. challenge. But so is your solution, you said it's a parallel reconfigurable processor. So is it Yeah. sort of an FPGA you're building out, or is it? It's currently an FPGA, but it had been benchmarked. The initial version was done on ASIC also. So in very short time, I would say within 1 year, this will be transferred in an ASIC. Mainly because of the cost. So is the idea then that you would take the ASIC and you would sell it to the manufacturers of this various mixing equipment? As OEM could be done because already I've been 2 years and a half in France at Texas Instruments, and we benchmarked the RPP in other domains. We benchmarked this processor in the video applied to the wireless, so the different coding and coding techniques. This has been benchmarked for this application also, and with very good results. So it's another project, it's not this project, but the RPP could be applied to, it is a flexible processor, which is the most important, I would say, difference with the specify applied circuit. This is something which is flexible as a pencil is. So it could be applied for many other applications. Okay. I mean, one of the challenges in the semiconductor space is that, there's very few firms in Canada. I've done semiconductor, actually one of my nicest exits was the semiconductor in Ottawa, Site A Semiconductor, but there's very few people in Canada who invest in semi, so I'm happy to make intros, but there's Celtic is probably ourselves who look at it, pretty short list. We know guys. But what I was trying to figure out is if you've coded it in an FPGA in software, is this something that, so that's the solution. To migrate? Well, that's what I was trying to think, right? So the pain is actually, if I understand it, I've got a sound studio, right, a couple of engineers. Which is one application, yeah. Right. Is that something you could take the intelligence of the FPGA, put it in a cloud type model? Now, at the end of the day, I can access the intelligence. To provide services? Yeah. Which now on the mainframe? Yeah. So that might, I'm just trying to think here in terms of, if semiconductors are challenged, there's two paths, right? To sort of take the FPGA, develop an ASIC, and turn around and flip and sell the ASIC, or even sell it to the FPGA guys, or whatever it is, right? To be a constituent. Or more of a services model, where you take it to a cloud, and if I own a mixing studio, for example, what I really want is sort of the ability to go and do all of that cool stuff you can do, but you could sell it to me through a cloud type model. I can do it off my laptop and get the same result, and I don't have to buy, from my perspective as the guy, it's an OpEx cost now, right? I pay $100 a month to use that service. I don't have to buy new soundboards, new mixers, whatever it is. I'm not convinced is you want to apply it in real time in a specific context that to be able to work on cloud would be efficient, and particularly because real-time constraints. I have to say also that the platform in terms of FPGA or ASIC, it doesn't really. In fact, the RPP is an architecture. It's not the silicon itself. So its advantages. In fact, it will allow to a developer to develop a software instead of developing hardware. This is the main edge. Okay. Because it's a very quick parallel processor, but it is flexible. So this means that it will, for example, on the benchmark, we were equivalent to application-specific circuit in let's say, loop filtering, for example, applied to the encoding. We were equivalent in terms of performance to the accelerators, but it is flexible like a benchmark is. So the market is different. We won't sell to end user who want to develop a hardware surrounding our system, in particular for their specific application. So just in closing, just 2 seconds. So my comment would be, I think I get the pain, and I just focus on that last part we just talked about, right? Whereas how are you going to go to market with this product? Yeah. That's the part I would like to understand a bit better. Thank you. Yeah. Thank you. Pas avoir compris, question et réponse. Sorry for my accent. It's actually very good. My coach asked me
suis bête. Mais ça, c'est le problème. Nous, quand on parle français, c'est pas les mêmes muscles qui fonctionnent. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai. Yes. OK. C'est pas le pitch que je présente, c'est modèle d'affaires. Yeah. OK. Bonjour à tous. Mon nom est Bruno Pierre Privé. Je suis cofondateur de SIE Solutions Technologiques. Et puis, ce que je viens présenter aujourd'hui, c'est SEM, une plateforme web de support à la décision pour la PME. Donc, je m'excuse. On est moins bien organisé qu'à l'autre endroit. Composition d'entreprise, en 2007, on a fondé SIE, moi et Stéphane Boutin, mon associé. On a deux expertises totalement différentes qui nous ont amenés à vivre la même histoire. Moi, à la base, je travaille au niveau des VLDs, des Very Large Databases. Pour vous donner une idée, je travaille avec des bases de données de plus de 1000 gigs. Actuellement, je travaille avec une base de données de 450 000 gigs. Ça commence à être de la base de données, ça. Ça nous amène à développer des techniques différentes. C'est ma 4e entreprise, 3e en opération. Stéphane, sa 8e entreprise et sa 5e en opération. On est arrivé à un constat ensemble où on s'est rendu compte que il y avait un problème de gestion au niveau des solutions qui étaient disponibles pour gérer les entreprises. Avec trois entreprises en opération, Stéphane 5, on arrive pour essayer de faire parler cette information-là ensemble, puis on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que les outils disponibles à la petite entreprise n'intègrent pas bien les données. Ça, c'est l'idée initiale. Donc, on a comme parti là-dessus en 2007, puis on est arrivé à... Bon, on a fait plusieurs pivots dans le modèle d'affaires, sauf que depuis qu'on a commencé Fast Track, on a fait vraiment le processus Fast Track tel quel, et puis ça nous a apporté beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on se rend compte, après avoir passé 10 entrevues, c'est qu'il y a un sérieux problème qui est vécu par d'autres personnes que nous aussi, qui gèrent les organisations. Le problème tourne toujours autour du temps. Ça a l'air niaiseux, tout le monde veut sauver du temps, il n'y a personne contre la vertu, sauf qu'au final, ça a vraiment une signification pour les entrepreneurs. Il y a de la perception, là je parle des gestionnaires ici, là. Les gestionnaires ont une mauvaise perception du temps qui s'utilise dans leur organisation. Parce qu'à force de parler avec eux autres, on se rend compte que finalement le temps est relativement utilisé correctement, sauf qu'ils ne sont pas capables de le suivre, ils ne sont pas capables de voir qu'est-ce qui se passe dans leur organisation. Ils ont de la difficulté à se figurer qu'il n'y a pas de perte de temps, et il y en a. Ils ont une grosse perception d'incompétence de leurs gens avec qui ils travaillent, malgré le fait qu'ils ne sont pas incompétents. Je veux dire, c'était ça avec l'ancienne adjointe ou avec l'ancien adjoint, ça va être ça encore avec le nouveau, et ainsi de suite. Les gestionnaires nous ont dit aussi qu'ils sont surutilisés. Et en posant des questions, on se rend compte qu'ils ne sont pas si surutilisés que ça, c'est juste qu'ils gèrent mal leur temps. Les gestionnaires ont de la difficulté à déléguer. Ils vont déléguer quelque chose, ils donnent une liste de to-do à faire à leur adjoint, à leur adjointe, puis finalement, ben, ils ne font pas de suivi là-dessus, donc ils pensent que c'est pas fait, ils pensent que c'est fait à moitié, et puis ils sont vraiment... ils ont de la difficulté, bref, à suivre ce qui se passe au sein de leur organisation. On s'est fait dire aussi que la structure des entreprises au niveau de la gestion, des outils de gestion, était inefficace. On va voir un petit peu pourquoi un petit peu plus tard. Et puis, les entrepreneurs ont aussi de la difficulté à savoir qu'est-ce qui se passe au sein de leur organisation actuellement, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé et qu'est-ce qui peut s'en venir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'ils pourraient avoir besoin de prendre une décision là et ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas parce qu'ils n'ont pas l'information disponible pour dire « Oh, il se passe une situation dans ma business présentement, il faut que je la règle. » Donc, notre solution qu'on essaie d'amener aujourd'hui, qui existe depuis quelques années, qui est en production, qui a des clients présentement dedans, et qu'on est en train de faire des pivots pour nous amener vers un processus de financement, s'appelle SEM, ça veut dire SIE Enterprise Manager. L'objectif de SEM, c'est de faire tout ce que... Ben, tout. C'est la première fois que je présente. C'est vraiment de venir régler les problèmes que les autres logiciels ne sont pas en mesure d'amener actuellement.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire centraliser l'information pour que les gestionnaires puissent mettre tout ça ensemble et prendre des décisions. Venir comprendre qu'est-ce qui se passe au sein de leur organisation. Tout ça via le web. Bon, ok, ça, je vais à la prochaine, je n'aime pas la diapo. On a un MVP actuellement qui s'appelle SEM, qui est en production, qui est ça ici, du moins qui est cette boîte-là. Qu'est-ce que ça fait actuellement? Ça permet à des organisations de gérer leur day-to-day. Donc, tous les processus actuels d'une PME, ce qui est fait actuellement par des logiciels comptables, qui n'est pas axé sur les processus d'affaires, mais qui est axé sur la comptabilité. Nous, on vient le faire via une approche différente, qui est l'approche basée sur les processus. Ça n'a pas été comme je voulais, mais c'est rien. Question, je n'ai plus de temps. Non, c'est... je veux juste comprendre la douleur. C'est-tu au niveau de ton modèle un peu comme un open text où tu travailles avec du unstructured data, ou c'est-tu plus comme un produit de workflow pour régler les inefficiencies d'un processus? C'est un peu un mix des deux. C'est un peu un mix des deux. C'est vraiment une problématique d'orchestration du temps qu'il y a au sein des organisations. Et puis, il y a beaucoup d'entreprises que le temps, c'est extrêmement important. Il y a 35% des entreprises de prestations de services qui vendent du temps, qui ont par exemple des ingénieurs qui travaillent pour eux, et ces ingénieurs-là facturent à l'heure, facturent sur des projets, sur du forfaitaire. Ils ne savent pas où passe leur temps. Ils ne sont pas capables de nécessairement tout le structurer et le contrôler. Donc, une heure perdue ou une heure qui n'est pas notée, c'est une heure qui est perdue sa facturation. C'est une heure qui est payée, mais qui ne sera pas nécessairement rentabilisée. Alors, comme les avocats, d'abord, ça. Aussi, c'est ça. Donc, tout service professionnel. En plus, bon, ça n'a pas été comme je voulais. C'est bon. Mais t'agis en fait comme un chef d'orchestre. Tu sais, t'as des violons, t'as des cuivres, t'as des cordes. Non, mais bon, j'ai pas réussi à l'amener comme je l'ai. Je suis en test aussi aujourd'hui, ça marche Si tu pas. prends l'exemple de Sébastien, tu commences avec Bob est un avocat. Bob a le problème qu'il travaille 12 heures par jour et il peut se faire payer pour 8 heures. C'est comme ça. Et après ça, si tu fais peut-être une fiche graph, solution aujourd'hui, open text, solution unstructured data, Cognos workflow. Mais tu montes sur, there's a big white space ici. Et ça, c'est le problème que je suis visé là-dessus. Parce que ça dit tout de suite à ton audience, ok, je comprends où est le problème. Puis il n'y a pas de solution technique. Ou il y en a, c'est d'autres compagnies qui sont proches. Donne les noms parce que pour un gars comme moi, ça va beaucoup m'aider à me viser sur qu'est-ce que tu penses à faire comme solution. Tu avais fait sur une fiche sans doute. C'est ça. OK, parfait. Puis c'est ça qu'on va valider.